Bonjour, ceci est la leçon 24 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Dans cette leçon, nous allons continuer à parler des difficultés des démocraties contemporaines. Deux des sources de ces difficultés sont très évidentes, mais il est bon d'y réfléchir un petit peu. C'est la complexité croissante des décisions qui doivent être prises par les institutions politiques et la complexité, là aussi, du droit et les excès de l'état de droit. Je parle d'abord de la complexité des décisions très rapidement, et ensuite je vais venir à l'autre question qui est plus directement une question institutionnelle importante pour le fonctionnement des institutions démocratiques. Alors la complexité des décisions à prendre, elle augmente évidemment avec la démographie, elle est plus importante dans les démocraties plus peuplées, plus nombreuses. J'ai déjà insisté sur cette idée, sur la croyance pendant très longtemps que les démocraties n'étaient possibles que dans des toutes petites sociétés, et le fait que l'origine des institutions qui sont devenues des démocraties dans les pays occidentaux, ça s'est passé en Angleterre ou dans les colonies anglaises en Amérique du Nord, dans des sociétés de quelques millions d'habitants, de quelques centaines de milliers de citoyens, ce qui présentait une complexité beaucoup moins grave que la complexité des démocraties dans les pays d'aujourd'hui. Le nombre des personnes joue un rôle, leur mobilité joue un rôle, la diversification des activités professionnelles, des modes de communication, des modes de consommation, tout cela, bien sûr, contribue à la complexité des décisions qu'il faut prendre dans les pays démocratiques. Certaines démocraties commencent à connaître et connaîtront dans les années qui viennent un problème assez nouveau qui sera lié à la diminution de leur population. Ça aussi, peut-être, ça va représenter des difficultés pour les institutions démocratiques. Cette complexité, elle est aussi liée aux nouvelles techniques. Les nouvelles techniques présentent toujours des difficultés parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'il faut apprendre comment elles fonctionnent, il faut découvrir les conséquences qu'elles peuvent avoir, et surtout, certaines sont extraordinairement complexes. Je voudrais prendre juste deux exemples de domaines dans lesquels les législateurs ont des responsabilités, doivent prendre des décisions, et des décisions qui sont difficiles à prendre pour eux pour des raisons techniques. L'un, c'est celui des drogues et des médicaments. Nous savons que du point de vue de la santé et de l'ordre public, il vaudrait beaucoup mieux légaliser certains produits qui ont des effets sur le système nerveux. Il y a des drogues, le cannabis probablement peut être traité légalement un peu de la même façon que le tabac ou l'alcool. C'est probablement moins dangereux que l'alcool, c'est pas plus dangereux que le tabac. Et curieusement, la limitation de la consommation du tabac depuis une quarantaine d'années dans un certain nombre de pays occidentaux, y compris le nôtre, la limitation de la consommation du tabac, essentiellement pour améliorer la santé publique, est un succès absolument extraordinaire en taxant le produit, en informant les gens sur les dangers pour la santé, en interdisant la publicité commerciale, etc. Et on est arrivé à faire diminuer le tabagisme de façon extrêmement importante. Il y a sans doute un certain nombre de drogues qui peuvent être traitées de cette façon, mais pas toutes, parce que certaines drogues sont beaucoup plus dangereuses que d'autres,
certaines drogues peuvent être l'objet, peuvent servir d'armes, le rohypnol ou ce qu'on appelle le GHB souvent, hein, la drogue du viol, évidemment c'est une arme, et donc ça devrait être réglementé comme une arme et pas du tout comme un produit plaisant à utiliser mais dangereux pour la santé, comme le tabac, l'alcool ou le cannabis. Et nos législateurs ont beaucoup de mal à savoir comment contrôler ce genre de choses. Et les contrôles sont compliqués aussi par ce dont je parlais dans la leçon précédente, c'est-à-dire l'interdépendance des États et la difficulté qu'il y a à réglementer un produit comme celui-là dans un pays si le pays voisin a une façon complètement différente de le réglementer ou de ne pas le réglementer. Et en même temps, les solutions qu'on peut adopter pour ce type de problème sont toujours provisoires. On ne peut jamais savoir qu'est-ce qu'on va découvrir comme nouvel effet nuisible d'un produit qu'on croyait assez inoffensif et qui en fait ne l'est pas du tout. L'industrie pharmaceutique va continuer à inventer des nouveaux produits qui peuvent avoir une utilisation pour soigner les gens, mais qui peuvent aussi avoir une utilisation pour les rendre malades ou pour commettre certains crimes. Et les législateurs sont toujours en retard sur les experts qui les informent, et les experts qui les informent sont très souvent des gens qui travaillent pour les fabricants et les vendeurs de ces produits, et donc des gens qui ont un intérêt à promouvoir telle ou telle législation ou à donner des conseils aux législateurs qui peuvent influencer les décisions des législateurs dans un sens ou dans un autre. Et cette difficulté qui existe pour les drogues récréatives ou dangereuses, elle existe aussi pour les médicaments, pour les produits pharmaceutiques qui sont destinés à soigner les gens. Et je trouve que l'expérience de nos décideurs politiques depuis 2 ans avec l'épidémie du coronavirus, que les difficultés qu'ils ont eues, les hésitations qu'ils ont eues et leur dépendance envers des experts. Certains produits pour soigner cette maladie ont été interdits, d'autres ont été recommandés, des vaccins ont été autorisés. Je dois dire que pour moi-même, essayant de comprendre les informations qu'on nous donnait sur ces vaccins, je prends juste un exemple, hein, on nous a annoncé au début de l'année 2021 qu'un des vaccins fabriqués par Pfizer avait une efficacité de 95%. J'ai jamais compris quel était le 100 de référence dans le 95%. Est-ce que ça veut dire que seulement 5% des gens vont mourir parmi ceux qui sont vaccinés? Évidemment, ça ne peut pas vouloir dire ça, puisque le taux de mortalité du virus lui-même est très inférieur à 5%. Donc, je n'ai jamais compris. Hein, je ne sais pas si les ministres de la Santé, si les députés, eux, ont compris. Si on leur a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Tout ce que je sais, c'est que ce vaccin efficace à 95%, on nous a expliqué ensuite qu'il fallait le recommencer tous les 3 mois ou tous les 4 mois, et on a fini par nous expliquer que ça n'empêchait pas d'attraper le virus, ça n'empêchait pas de le transmettre, ça diminuait seulement le risque d'hospitalisation et de décès. Donc, que signifiait l'information de départ sur l'efficacité à 95% de ce produit? J'avoue que je n'en sais rien. Je n'avais pas à prendre de décision en ce domaine, sauf la question de savoir si je me fais vacciner moi-même. Ce ne peut pas des conséquences tellement importantes. Les législateurs, les ministres, les gens qui avaient des décisions à prendre concernant ces produits
était évidemment face à une difficulté technique et une difficulté quant à l'accessibilité de l'information et la compréhensibilité de l'information. Il y a beaucoup d'autres domaines pour lesquels ce type de difficulté se présente. Un autre exemple, il me semble, c'est l'informatique. J'en ai parlé déjà un tout petit peu avec vous quand nous avons parlé du vote électronique. Je vous ai dit, le vote électronique, comment faire pour être sûr que le programmeur du système ou l'un des programmeurs du système n'a pas mis dans le système un bug qui permet de fausser le résultat. Et comment faire pour persuader le public que ce bug n'existe pas? Comment faire? Un des problèmes, je pense, de tout le débat aux États-Unis sur la fraude réelle ou supposée lors des élections en 2020, il est évidemment facile de faire ce genre d'accusation à partir du moment où énormément d'opérations électorales sont faites par de l'informatique et que personne ne peut vérifier qu'à l'intérieur du système informatique, s'il y a eu des choses qui ont été faites de façon malveillante ou pas, ou même s'il y a tout simplement eu des erreurs dans le système informatique. C'est pour ça que je crois qu'on ne devrait pas voter de manière informatique, on ne devrait pas voter par Internet, on ne devrait pas avoir de machine à voter, on devrait voter de la manière la plus simple possible avec des papiers ou un papier et un crayon, comptant des papiers à la main avec un certain nombre de gens. Je pense que c'est de loin le système le plus fiable et surtout c'est fiable au sens auquel on peut faire confiance et auquel le public peut faire confiance. Parce que si les systèmes deviennent informatiques, le public est obligé de faire confiance aux gens qui ont décidé l'utilisation de ces systèmes informatiques, et les gens qui le décident, ils sont obligés de faire confiance aux informaticiens, ils sont obligés de faire confiance aux machines, parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'aller vérifier comment ça fonctionne. Ils peuvent demander à des experts, mais ils continuent à être dépendants des experts. Et il me semble que face à l'informatique, qui permet de faire des choses merveilleuses, que j'utilise beaucoup moi-même, y compris maintenant, la difficulté à comprendre comment ça marche. Et pour ceux qui prennent les décisions et pour ceux contre qui sont prises ces décisions ou à qui sont appliquées ces décisions. Et la difficulté donc pour les citoyens à faire confiance à leurs législateurs parce qu'ils ont l'impression que les législateurs n'y comprennent rien. Et ils peuvent aussi avoir l'impression que les législateurs se capitulent ou se laissent terroriser par les techniciens ou par les chefs d'entreprise qui utilisent les techniciens en ce domaine. Et moi, dans le cas de l'informatique et d'Internet, il y a une chose qui m'étonne depuis maintenant plus de 20 ans, n'est-ce pas, qu'Internet existe, c'est que les législateurs aient accepté sans aucune réticence l'anonymat sur Internet. Le fait que n'importe qui peut se cacher sous un faux nom sur Internet pour qu'il soit difficile, voire impossible de l'identifier. Je sais qu'en théorie, en s'adressant à la compagnie, en identifiant l'IP de l'ordinateur qui a envoyé le message, on doit finir par savoir de qui il s'agit. Mais c'est très compliqué et des gens qui reçoivent des messages, que ce soit des messages personnels, que ce soit des messages d'injures ou que ce soit des informations, et qui n'ont pas la possibilité de savoir d'où ça vient, de savoir qui les a envoyés. Et une bonne partie des problèmes, soit de harcèlement, c'est pas seulement les enfants dans les écoles qui peuvent être harcelés par des messages sur Internet, soit la diffusion d'informations complètement mensongères sur Internet, que ça ne supprimerait pas
cela, mais ça le rendrait beaucoup plus difficile si tous les gens qui émettent un message sur Internet étaient identifiables, s'il y avait leur vrai nom, leur vraie identité. Et ça aurait pu être réglementé dès le départ, si les législateurs dans les grands pays s'étaient rendus compte qu'il y en a un gros problème, et que la liberté d'expression, ça n'est pas la liberté d'envoyer des lettres anonymes. C'est la liberté de s'exprimer à visage découvert. Donc il fallait protéger la liberté d'expression des gens, à condition que les gens soient identifiés et assument ce qu'ils font. Je ne fais pas ce cours sous une fausse identité. Même s'il est fait sur Internet. Et les législateurs n'ont pas réglementé ce genre de choses. Et je pense depuis longtemps, que lorsque les automobiles sont apparus, on a décidé dans un certain nombre de pays de leur mettre des plaques d'immatriculation. Pour que l'automobile qui roule dans la rue, quand elle provoque un accident, lorsqu'elle commet une infraction au code de la route, on peut noter le numéro et on a de bonnes chances de savoir de qui il s'agit. Alors c'est intéressant de savoir que les automobiles sont immatriculées en Suisse depuis 1898, aux Pays-Bas depuis 1901, en France depuis 1903, de 1901 en France, 1898 c'est la Suisse et les Pays-Bas. Je me trompe dans mes notes. 1901 c'est la France, 1903 la Grande-Bretagne et 1906 le Québec. Pas nécessaire de continuer cette liste, mais les législateurs ont compris très vite que ces véhicules qui vont plus vite que les autres et qui sont plus dangereux que les autres, mais que les voitures à cheval, ça pouvait être dangereux aussi, ont besoin d'être identifiés. Il y avait déjà eu des réglementations sur l'immatriculation des voitures à cheval, avant qu'on immatricule les automobiles. Et ils ne se sont pas laissés arrêter par l'idée que ça portait atteinte au droit à la vie privée parce que l'anonymat de l'automobiliste ne peut pas être respecté, etc. Et il n'y avait pas de difficulté technique particulière dans le fait de mettre des numéros sur les voitures. Alors qu'il y avait une difficulté technique particulière à interdire l'anonymat sur Internet, et si on voulait l'interdire aujourd'hui, ça serait d'une difficulté, je pense, très 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 grande, à cause du caractère complètement multinational d'Internet et la difficulté de faire ce genre de législation. Je pense qu'on sera obligé d'y venir à un moment ou à un autre, que les législateurs devront trouver la solution, devront surmonter la difficulté technique pour éviter une bonne partie des effets pervers de l'anonymat sur Internet. Une bonne partie des difficultés, des problèmes que soulève Internet disparaîtraient si on réglementait, si on rendait beaucoup plus difficile l'anonymat sur Internet. Comment on fait ça techniquement? J'en sais rien. Les informaticiens vont nous expliquer que c'est très difficile à faire. En même temps, si on les obligeait à le faire, ils finiraient par trouver la solution. Je trouve aussi tout à fait incroyable, mais alors là, j'y comprends vraiment rien. Je trouve complètement incroyable que les législateurs aient laissé se développer le phénomène des crypto-monnaies. Qui a besoin de crypto-monnaie si ce n'est pas pour faire quelque chose d'illégal avec de l'argent? Je ne sais pas ça. En fait, c'est aujourd'hui devenu une source de spéculation énorme avec beaucoup de gens qui, en fait, vont finir par perdre leur argent en l'investissant dans ce domaine-là, mais que le développement de ce phénomène ait été accepté, même utilisé par certains États en se disant tiens c'est intéressant, peut-être on peut gagner de l'argent avec cette histoire-là, et sans se rendre compte qu'il y a un problème très grave là pour l'ordre public, et qu'il y a là quelque chose qui aurait dû être réglementé, qui devrait être réglementé et qui ne l'est pas, et que la difficulté pour les législateurs
de savoir ce qu'il faut faire face aux innovations techniques. Cette difficulté, elle est évidemment croissante. C'est déjà très difficile, ça sera de plus en plus difficile avec le temps qui passe et avec le développement des techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des législateurs plus compétents? Je crois pas grand-chose. J'ai tendance à penser que si les assemblées législatives étaient moins nombreuses, elles seraient plus efficaces pour débattre de certains problèmes, et peut-être que si on fait attention à la façon dont ils sont élus, on pourrait aussi avoir des gens en moyenne plus compétents dans ces assemblées et qui seraient dans de meilleures conditions pour faire leur travail de législateur et seraient moins embarrassés, moins obligés de faire confiance à des experts. Mais c'est vraiment une piste très 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 limitée sur comment lutter contre l'entrave permanente à la démocratie qu'est la complexité des techniques. L'entrave aux travailleurs des législateurs, l'entrave à la possibilité pour les citoyens de contrôler ce que font les législateurs, de leur dire il faut faire des réglementations dans tel ou tel domaine, ou de leur dire les règles que vous êtes en train de faire dans ce domaine, ça ne va pas du tout, il faut les faire autrement. Tout cela est devenu et devient de plus en plus difficile, et évidemment c'est une difficulté pour la démocratie. D'une certaine façon, nous sommes de moins en moins dans le gouvernement des élus et de plus en plus dans le gouvernement des experts et des techniciens. C'est extrêmement difficile de limiter ce problème, de lutter contre cette tendance. Les excès de l'état de droit sont un problème un peu du même type, mais plus ancien et plus facile à étudier ou à analyser un petit peu pour moi. Pour simplifier beaucoup, il y a dans le monde occidental d'aujourd'hui, parmi les principales démocraties, il y a des états de droit légers, comme en Grande-Bretagne, au Canada avant 1982, ou en France, sous une forme très différente. Et il y a des états de droit lourds, beaucoup plus envahissants, comme aux États-Unis et au Canada depuis 1982. Je décris rapidement comment ça fonctionne et les problèmes que ça pose. Alors, d'une certaine façon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans ce cours, l'état de droit est un des éléments, une des constituantes fondamentales du régime politique de l'Angleterre. C'est l'idée de la rule of law, pas de la règle de droit qui doit commander l'ensemble de l'activité politique. Alors ça s'est établi à partir de la féodalité, à partir de la conception contractuelle du droit en Grande-Bretagne. Ça a été renforcé ou proclamé par le Bill of Rights de 1689 au lendemain de la glorieuse Révolution. Et ça a une forme qui peut sembler très paradoxale à des Américains ou à des Canadiens d'aujourd'hui, parce que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni d'aujourd'hui, a une constitution qui est à la fois complexe et non formelle, c'est-à-dire elle n'a jamais été adoptée officiellement à un moment, elle est une accumulation de coutumes et de règles écrites qui se sont constituées progressivement avec le temps. En même temps, cette constitution compliquée et ancienne, qui n'a été faite délibérément par personne, qui s'est faite progressivement, qui a été faite par toute une série d'inventeurs successifs qui y ont contribué, elle peut être changée de façon simple, parce qu'il suffit de voter une loi. Il y a des coutumes dans la Constitution britannique et il y a des lois. Et une coutume peut être changée par une loi si on fait une loi explicite. C'est ainsi, par exemple, que le pouvoir de la Chambre des Lords, qui était important
avant 1911, la Chambre des Lords non élue avait un pouvoir législatif égal à celui de la Chambre des communes. Il y a eu une loi adoptée en 1911 par les deux chambres. Il a fallu nommer des lords supplémentaires pour avoir une majorité à la Chambre des Lords en faveur de cette réforme, pour diminuer le pouvoir de la Chambre des Lords. Et il y a eu une deuxième loi du même type en 1949 qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir de la Chambre des Lords est presque nul, pas complètement nul, mais presque nul, dans le processus législatif britannique. Et par exemple, si les Britanniques voulaient abolir la monarchie, il suffit de voter une loi. La Chambre des communes vote une loi et voilà, la monarchie est abolie. Je ne dis pas que c'est facile politiquement, mais juridiquement, ça serait très facile. Si le Canada veut abolir la monarchie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut faire une révision constitutionnelle, il faut l'accord de 10 provinces, c'est terriblement compliqué. Alors que c'est beaucoup plus facile pour les Anglais. Je pense que si la monarchie est abolie au Canada, elle sera abolie parce qu'elle sera abolie en Grande-Bretagne et qu'on sera obligé d'en faire autant, parce qu'on n'aurait plus droit ni de reine. Et donc, la décision resterait... ce sont les Britanniques qui nous ouvriraient la voie en ce domaine. Je ne crois pas que les Canadiens soient capables d'abolir la monarchie. Je pense d'ailleurs que ça n'a pas d'importance. L'existence d'une monarchie symbolique ne fait aucun tort au Canada ni à la démocratie au Canada. Mais c'est intéressant de comprendre que la Grande-Bretagne, à la fois avec ce régime extrêmement ancien dans son évolution, c'est un régime facile à transformer. Et d'ailleurs, c'est un régime qui a évolué beaucoup plus depuis le XVIIIe siècle que le régime américain, par exemple. Le régime politique archaïque dans le monde d'aujourd'hui, le régime politique qui a des règles très anciennes et pour qui il est très difficile de les changer, c'est les États-Unis. Et dans une moindre mesure, le Canada. En Grande-Bretagne, c'est moins vrai. Dans les pays d'Europe continentale, c'est moins vrai. Les constitutions sont plus récentes et elles sont plus faciles à modifier. Donc, dans l'état de droit britannique, il y a beaucoup de lois qui sont données et qui ne sont pas faites, qui sont un héritage historique dont l'origine est parfois difficile à situer dans le temps. Mais tout ça peut être changé assez facilement, peut-être pas politiquement, peut-être pas culturellement. C'est une bonne chose que le Parlement ne puisse pas faire des choses qui soient complètement inacceptables pour la population, parce que c'est contraire aux croyances de la population. Peut-être que ça, c'est une bonne chose, mais la facilité juridique avec laquelle le Parlement peut modifier un certain nombre de règles, que ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est ça que j'appelle un état de droit léger. Et d'une certaine façon, la Grande-Bretagne, c'est l'état de droit le plus ancien dans le monde d'aujourd'hui, et c'est aussi le plus léger, le plus facile à faire évoluer. Cet état de droit léger a connu, depuis quelques dizaines d'années, une tendance à s'alourdir un peu. En octobre 2000 est entrée en vigueur une nouvelle loi en Grande-Bretagne, un Human Rights Act. C'est une loi des droits humains qui incorpore la Déclaration européenne des droits de l'homme. Déclaration européenne des droits de l'homme qui avait été adoptée en 1950 par le Conseil de l'Europe. Il s'agit du Conseil de l'Europe, il ne s'agit pas de l'Union européenne ni du Conseil de l'Union européenne. Les Européens ont plein de conseils qu'il ne faut pas confondre entre eux. Le Conseil de l'Europe est une organisation dont la Grande-Bretagne est un des membres fondateurs, comme la plupart des régimes démocratiques en Europe, dont la Russie aujourd'hui est membre. Enfin, depuis la fin du régime communiste, la Russie a pu adhérer au Conseil de l'Europe. Donc, ce Conseil de l'Europe a adopté en 1950 une Déclaration européenne des droits de l'homme, Déclaration européenne des droits de l'homme qui a été incorporée dans le droit britannique, c'est-à-dire que les tribunaux britanniques peuvent invoquer
dans certains cas, pour justifier leur décision dans un procès quelconque. Donc, aux yeux de cette déclaration européenne des droits, donc incorporée dans le droit britannique en 2000, les juges britanniques ne peuvent pas annuler une loi comme contraire à cette déclaration, mais ils peuvent faire une déclaration d'incompatibilité, qui donne au cabinet le droit d'annuler ou d'amender une loi. Donc les juges ne peuvent pas annuler une loi, mais peuvent faire la recommandation, peuvent indiquer qu'il y a des raisons sérieuses de mettre en cause cette loi. Alors, c'est un changement important par rapport à la tradition de souveraineté du Parlement. Lorsque la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, les règles de l'Union européenne comportaient une autre difficulté pour le système juridique britannique. Les Britanniques sont maintenant sortis de l'Union européenne et un de leurs intérêts, une des motivations de ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, c'était justement d'échapper à ces contraintes juridiques pour rétablir ce qui est pour eux le symbole même de la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du Parlement. En Grande-Bretagne, ce n'est pas vraiment le peuple qui est souverain, c'est le Parlement qui est souverain, et c'est le Parlement qui est la manufacture de la liberté et qui est le symbole, le centre de la démocratie. On ne peut pas imaginer une démocratie britannique sans Parlement. Le système, donc l'état de droit britannique, il est un peu moins léger aujourd'hui qu'il l'était il y a 50 ans. Il continue à être un état de droit léger. La France est un cas différent. En France, la tradition d'état de droit existe elle aussi, mais elle est presque toujours dominée par le principe démocratique. Il y avait une tradition d'état de droit dans la France de l'Ancien Régime. C'est pas vrai que les rois de France pouvaient faire absolument n'importe quoi, même si c'était eux les législateurs. Et avec la Révolution française et les régimes politiques qui sont venus ensuite, la conception de l'état de droit, d'abord, elle a été faite de façon beaucoup moins coutumière qu'en Grande-Bretagne. Les Français ont besoin pour qu'une loi soit une loi, il faut qu'elle soit écrite quelque part. Il faut qu'on sache qui a décidé quoi. L'idée de la coutume ou l'idée de la jurisprudence qui décide énormément de choses en Grande-Bretagne, cette idée est beaucoup plus faible dans le cas de la France. En France, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une règle, il faut qu'on sache qui a fait cette règle. Et ça, je dirais, ça commence dès 1789-90, quand les Français décident de faire une constitution écrite qui va définir les règles fondamentales du fonctionnement du royaume. Et donc, l'idée qu'on a besoin de règles, elle est tout à fait établie. On n'a pas la même conception des règles, la même conception du rapport entre le passé et le présent dans la fabrication des règles, et on n'a pas la même idée du rapport entre l'état de droit et la démocratie. En Grande-Bretagne, la démocratie, le Parlement, il est enfin, d'une certaine façon, plus fort que l'état de droit. Il peut le changer. Mais l'état de droit est quand même conçu comme prééminent. Et alors, dans le cas des États-Unis, là, il va être complètement prééminent. Nous allons le voir. Dans le cas de la France, l'état de droit, il est perpétuellement subordonné à l'idée de démocratie. Alors ça a un certain nombre de conséquences, comme l'idée de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça veut dire en France que, en principe, les juges ne peuvent pas juger les décisions du gouvernement, les décisions de l'exécutif. Ils ne peuvent évidemment pas décider. Bon, pendant très longtemps, c'est un peu changé maintenant, je vais vous décrire l'évolution rapidement. Pendant très longtemps, il n'était pas question qu'un juge déclare qu'une loi devait être abolie.
Les juges, ils appliquent la loi, c'est-à-dire ils appliquent les textes qui ont été votés par le Parlement. Et il n'est pas question qu'ils disent « Ah oui, mais il y a un grand principe là qui nous permet d'abolir telle ou telle loi. » La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est dans les préambules des constitutions successives de la France, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, à chaque fois, on précise que ça n'a pas de force juridique, que c'est des grands principes d'inspiration, mais que un tribunal ne peut jamais invoquer ces principes contre une loi votée par le Parlement, que les lois votées par les parlements ne sont pas subordonnées à ces grands principes qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou dans les préambules successifs des constitutions, des principes supplémentaires qui ont été rajoutés plus récemment au XXe siècle. Et tout ça reste au niveau des déclarations de principe et pas du tout de règles supérieures aux règles votées par les parlements. Et donc, les juges ne peuvent pas annuler les lois et les juges ne peuvent pas annuler les décisions de l'administration qui dépendent de l'exécutif. En même temps, il y a quand même des tribunaux qu'on appelle des tribunaux administratifs qui sont là pour faire ça. Et la Cour suprême des tribunaux administratifs en France, ça s'appelle le Conseil d'État. L'idée était que ça doit être des fonctionnaires qui jugent d'autres fonctionnaires. Ça ne doit pas être des juges. En même temps, ces fonctionnaires qui siègent dans les tribunaux administratifs, dans les différents départements, ou qui siègent au Conseil d'État, qui est la Cour suprême ou la Cour d'appel finale des actions qui sont engagées devant les tribunaux administratifs, ça se termine devant le Conseil d'État. Et les membres du Conseil d'État sont en fait des magistrats, ce sont des juges. Non, mais il y a donc deux réseaux de justice en France. Un réseau de justice ordinaire, qui sont des gens qui jugent soit les affaires de droit civil, soit les affaires de droit pénal, et un deuxième réseau de juges qui sont là pour juger les actions de l'administration et du gouvernement, mais qui ne peuvent pas juger les décisions du Parlement. Lorsqu'a été faite la constitution de la 4e République en 1946, les constituants se sont un peu posé le problème de la conformité des lois à la Constitution. Le problème, on n'avait pas pu se le poser en 1871 ou en 1875, au moment où ont été adoptées les premières lois constitutionnelles de la 3e République, parce qu'il n'y avait pas vraiment de constitution en bonne et due forme. Il y avait seulement quelques lois constitutionnelles adoptées les unes après les autres. En 1846, on a voulu faire une belle grande constitution, on en a même fait 2 successives, la première qui a été refusée par la population et la deuxième qui a été acceptée de justesse dans un référendum. Et dans cette constitution, il y a un article 91 qui est tout à fait extraordinaire, extrêmement surprenant pour un Canadien ou un Américain, dans le contexte de l'idée que nous avons de l'état de droit en Amérique du Nord. L'article 91 de la Constitution de 1946 crée un comité constitutionnel qui est formé du président de la République, des présidents des assemblées et de 7 députés et 3 sénateurs. Et le rôle de ce comité, je vous lis le texte de la Constitution, c'est d'examiner si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée nationale, le Parlement élu par la population, est souverain. Et que s'il vote une loi qui semble en contradiction avec la Constitution, eh bien, on charge ce comité constitutionnel de regarder quelles modifications il faudrait faire à la Constitution pour que la Constitution soit d'accord avec la loi.
Il n'y a pas du tout l'idée que la loi doit être conforme à la Constitution, il y a l'idée que la Constitution doit rester conforme aux lois si les lois adoptées par le Parlement se mettent à contredire la Constitution. Donc ça fait un contrôle de constitutionnalité vraiment minimal. En 1958, sous l'influence de l'Allemagne. L'Allemagne a adopté une constitution en 1949 avec un état de droit très solide, avec un contrôle de constitutionnalité des lois et un tribunal constitutionnel tout à fait effectif en Allemagne pour vérifier la constitutionnalité des lois. Les constituants français de 1958, ils savent ça et ils font quelque chose de moins efficace qu'en Allemagne, mais quand même beaucoup plus sérieux que ce qui avait été fait en 1946. Il crée un conseil constitutionnel qui est formé de 9 membres. Ces membres sont nommés 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par par le président du Sénat. Ils sont nommés pour 9 ans et ne sont pas renouvelables. Et il y a aussi des membres de droit de ce Conseil constitutionnel qui sont les anciens présidents de la République encore vivants. Aucun d'entre eux n'a choisi de siéger dans ce tribunal et donc vous pouvez oublier ce détail. Mais quand ça a été fait au départ, il y avait l'idée que les anciens présidents de la République devraient siéger au Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, au départ, il ne peut être saisi que par 4 personnes. Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire que la constitutionnalité d'une loi ne peut être vérifiée par le Conseil constitutionnel que si l'une de ces 4 personnes le lui demande. Et ça a changé un peu ensuite, puisque en 1974, on a accepté que une pétition de 60 députés ou de 60 sénateurs puisse demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est conforme à la Constitution. Et enfin, depuis 2008, n'importe quel citoyen qui est engagé dans une procédure judiciaire peut soulever la question prioritaire de constitutionnalité de la loi qu'on lui oppose. Et donc, lors de tout procès devant une cour judiciaire ou administrative, aujourd'hui en France, la constitutionnalité d'une loi pourrait être mise en cause et renvoyée jusque devant ce Conseil constitutionnel. Donc, qui pendant très longtemps avait très peu de travail et en a de plus en plus. Le Conseil constitutionnel français, il est très très loin d'avoir la même importance que la Cour suprême au Canada ou la Cour suprême aux États-Unis, mais il se met à jouer un rôle de plus en plus important dans le fonctionnement des institutions, même si le mode de nomination de ce Conseil constitutionnel a pour conséquence que certains des membres sont des juristes très compétents, il y a aussi d'anciens politiciens qui ne sont pas forcément des juristes très remarquables qui siègent dans ce Conseil. Ce Conseil, il a pris un certain nombre de décisions importantes dans l'histoire du droit français, donc depuis 1958. Il en a pris une en 1962 qui est très révélatrice de la culture française et de ce que je vous indiquais tout à l'heure sur le rapport entre l'état de droit et la démocratie. Les règles de vérification de constitutionnalité dans la Constitution de 1946 sont absolument révélatrices de ça.
Si la décision du Parlement est contraire à la Constitution, ben on change la Constitution. Et puis voilà, parce que le Parlement ne peut pas se tromper. Après 1958, ça devient moins vrai, et le Conseil constitutionnel, il est inventé par De Gaulle et ses collaborateurs pour essayer de contrôler les assemblées. De Gaulle, quand il devient président au début de 1959, il ne pense pas qu'il va avoir des majorités qui lui soient favorables dans les assemblées. Et il pense qu'il va avoir besoin de mécanismes compliqués pour tenir en échec les assemblées si elles s'opposent à lui. Et le Conseil constitutionnel, d'une certaine façon, il a été inventé pour cette raison-là. Et alors, en 1962, je vous en ai déjà parlé, De Gaulle modifie sa propre constitution sans respecter la procédure de révision qui avait été mise dans cette constitution par lui-même ou par ses collaborateurs. Une révision de la constitution en France, dans la constitution de 1958, ça doit être fait par un vote de l'Assemblée nationale, un vote du Sénat et soit un autre vote des deux assemblées qui siègent ensemble, soit un référendum. Mais évidemment, il n'était pas prévu de faire une révision constitutionnelle seulement par référendum. En 1962, De Gaulle veut faire une révision constitutionnelle pour que le président de la République soit élu directement par la population. Et il sait que les assemblées ne vont pas être d'accord. Donc, il annonce, ça va être fait uniquement par référendum. Il y a le président du Sénat qui avait le droit de s'adresser au Conseil constitutionnel, qui s'adresse au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel fait une réponse tout à fait extraordinaire du point de vue juridique, mais assez compréhensible du point de vue de la tradition politique française. Le Conseil constitutionnel décide qu'il peut évidemment juger de la constitutionnalité des lois qui sont votées par le Parlement, mais qu'il ne peut pas juger de la constitutionnalité d'une réforme votée par référendum, parce que le référendum est l'expression pure de la volonté populaire. Et voilà. Donc là, on a de nouveau la prééminence de la démocratie sur l'état de droit qui est affirmée par le tribunal supposé assurer le contrôle, l'intégrité de l'état de droit en France. Donc, le Conseil constitutionnel, c'est une nouveauté par rapport à l'histoire politique française, ça a renforcé l'état de droit en France, ça a donné plus d'importance à une structure juridictionnelle, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas en France l'équivalent du Conseil de la Cour suprême chez nous. Enfin, les pouvoirs qui appartiennent à la Cour suprême chez nous sont exercés par 3 institutions différentes en France et qui, à elles 3, ne sont pas aussi puissantes que notre Cour suprême. Il y a le Conseil constitutionnel, avec toutes les limites que je viens de souligner. Il y a le Conseil d'État, qui est une sorte de Cour suprême pour tous les litiges concernant les relations entre le gouvernement et l'administration d'un côté et les citoyens de l'autre. Et le Conseil d'État fait ce travail presque toujours assez convenablement. Le Conseil d'État ne donne pas automatiquement raison à l'administration lorsqu'il y a un conflit entre l'administration et des particuliers. Et puis enfin, il y a la Cour de cassation. Alors là, c'est vraiment des juges ordinaires, pas la Cour de cassation qui est le tribunal suprême des tribunaux de droit civil ou de droit pénal. Cour de cassation qui ne peut pas rejuger au fond les questions qui lui sont soumises. Elle peut seulement prononcer la cassation d'un procès, toujours en théorie sur une erreur de procédure, et demander qu'un autre tribunal rejuge ce qui a déjà été jugé par un tribunal. En fait, les juges de la Cour de cassation tiennent compte
du fond du problème, et pas seulement des problèmes de procédure, mais il faut toujours qu'ils invoquent une raison de procédure pour pouvoir casser un jugement, d'où l'appellation Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation, elle est beaucoup moins puissante que notre Cour suprême, des compétences beaucoup plus limitées. Le Conseil d'État, il a des compétences limitées au conflit entre l'administration et le public. Et le Conseil constitutionnel, effectivement, il peut annuler une loi dans certains cas, mais il ne peut le faire que à la demande d'une pétition de députés, de choses comme ça. Donc tout ça fait une procédure un pouvoir des juges pour contrôler les législateurs beaucoup plus limité que ce qui existe aux États-Unis ou au Canada. Alors, c'est aux États-Unis qu'on a commencé à faire un état de droit lourd, et je vous ai dit, quand je vous ai parlé de la Constitution des États-Unis, je vous ai dit que le fédéralisme exige qu'il y ait une Constitution écrite pour qu'on sache quelles sont les compétences des États et quelles sont les compétences de l'État fédéral, et exige qu'il y ait des juges pour arbitrer les conflits entre les deux niveaux de gouvernement quand il y a des conflits entre les deux niveaux de gouvernement. Donc, la Cour suprême, elle fait partie de la Constitution des États-Unis depuis le départ, et elle est indispensable au fonctionnement de l'ensemble. La Cour suprême, elle est constituée de 9 juges nommés par le président avec l'accord du Sénat. Et il a un rôle de vérification de la constitutionnalité des lois. N'importe quel procès devant un tribunal peut, en remontant en cascade dans la hiérarchie des tribunaux aux États-Unis, ça peut se retrouver devant la Cour suprême, qui a la possibilité de trancher et qui a la possibilité de déclarer inconstitutionnelle même une loi tout à fait régulière qui a été votée par la Chambre des représentants et par le Sénat. Alors, est-ce que la démocratie peut surmonter cela? Oui, elle peut le faire. Elle peut le faire en faisant un amendement à la Constitution. Et l'amendement à la Constitution, il doit être adopté à la majorité des 2/3 des assemblées du Congrès, et il doit être adopté par les législatures des 3/4 des États. Donc faire un amendement constitutionnel aux États-Unis, c'est très compliqué, et si ça porte atteinte, par exemple, si ça essaie de modifier le mode d'élection du Sénat, vous n'avez aucune chance, pas parce que le Sénat va bloquer, ou les législatures des petits États moins peuplés dont le poids dans le système de décision est augmenté beaucoup par l'institution du Sénat, où tous les États ont le même nombre de représentants, quelle que soit leur population. Si on essaie de modifier ces règles-là dans la Constitution des États-Unis, on n'a aucune chance. Alors, il n'est pas sûr que l'état de droit lourd tel qu'il existe aux États-Unis et tel que l'Allemagne, tel que le Canada aujourd'hui, depuis 1982, limite énormément. Nous avons une Cour suprême qui a aujourd'hui les mêmes pouvoirs, des pouvoirs aussi étendus que la Cour suprême des États-Unis. Il n'est pas sûr que ce soit meilleur pour protéger les droits des citoyens ou le bon fonctionnement de la société. Il me semble qu'il faut faire une distinction très nette entre deux méthodes de raisonnement qui permettent de décider qu'est-ce qui est juste ou pas dans une société. On peut faire un raisonnement déontologique ou on peut faire un raisonnement conséquentialiste. Qu'est-ce que c'est un raisonnement déontologique? Ça consiste à dire il y a des principes
et nous déduisons nos conclusions de ces principes. Et le raisonnement conséquentialiste, ça consiste à se dire nous anticipons les conséquences que peut avoir la décision que nous prenons, et nous prenons la décision qui a les meilleures conséquences anticipées. Nous savons qu'on peut nous tromper et qu'il faut peut-être changer les règles en fonction des conséquences. Et le mode de raisonnement normal des juges est d'être déontologique. Alors, quand les juges se contentent d'appliquer les lois, ils ont des lois, ils analysent une situation, ils déduisent des lois, la façon dont les lois doivent s'appliquer dans la situation en question. S'ils jugent en fonction des grands principes de la Constitution, en fonction des 10 premiers amendements adoptés à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, ou en fonction de la Charte des droits canadienne qui a été introduite dans notre Constitution au début des années 1980, là on a des grands principes vagues que les juges choisissent de comprendre ou d'interpréter ou d'appliquer d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, ils doivent justifier leurs décisions de manière déontologique. Probablement, ils se demandent quelles conséquences ça va avoir. Mais ils ne peuvent pas justifier leurs décisions purement et simplement à partir de l'examen des conséquences. Alors que des législateurs ont le droit de faire ça. Non seulement ils ont le droit de faire ça, mais je pense que c'est leur devoir, c'est leur boulot. Enfin, je pense que dans la division du travail légal entre les législateurs et les juges, les législateurs, ce sont ceux qui analysent la réalité sociale, viennent de la population, ont été élus par la population et font des lois en espérant qu'elles ont les meilleures conséquences possibles et peuvent les modifier régulièrement quand ils se rendent compte que les conséquences changent ou que les conséquences ne sont pas celles qu'ils attendaient quand ils ont pris leur décision. Je pense qu'il nous faut des législateurs conséquentialistes, des législateurs qui prennent leurs décisions en fonction de la réalité sociale, de la réalité économique, de la réalité technique, dans le cas des questions dont je parlais au début de cet exposé, pas sur les drogues ou sur l'informatique, que la décision doit être prise en se demandant qu'est-ce qui va avoir les meilleures ou les moins mauvaises conséquences. Et que les juges, eux, ils sont là pour appliquer les lois. Et si les lois ont des mauvaises conséquences, peut-être qu'ils peuvent dire aux législateurs, vous savez, vos lois, elles ne sont pas bien faites, mais c'est aux législateurs de les changer. Et en réalité, la façon dont les choses ont fonctionné depuis très longtemps aux États-Unis et la façon dont elles se mettent à fonctionner au Canada depuis 1982, depuis qu'on a une charte des droits et donc une Cour suprême qui peut, on avait déjà une Cour suprême avant, mais elle avait moins d'arguments pour intervenir dans le travail des législateurs. La Cour suprême aux États-Unis a cette compétence depuis très longtemps, et il me semble que ça aboutit à poser en termes déontologiques des questions qu'il est absurde de poser en termes déontologiques. Et le cas le plus flagrant, le plus simple à montrer, c'est la question des armes à feu aux États-Unis. Il y a un des premiers amendements de la Constitution des États-Unis qui dit à peu près que le maintien d'une milice dans les États étant nécessaire pour le bon ordre de la société, l'État n'interdira pas aux citoyens d'avoir des armes. Ça a été fait à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque où les armes à feu que pouvaient posséder les Américains étaient des fusils à un coup qui se chargent par le canon, n'est-ce pas, et on peut tirer un coup toutes les 2 minutes, ou quelque chose comme ça. Et ces Américains vivaient presque tous à la campagne. Ils avaient besoin de fusils pour chasser.
et peut-être aussi pour persécuter les Indiens voisins avec qui ils avaient des problèmes, ou pour se défendre contre eux. Ça correspondait à une réalité des États-Unis de l'époque. En plus, l'article de la Constitution, de l'amendement, il est écrit de façon ambiguë parce que, comme il est question de milices organisées dans l'amendement, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas du tout le droit des individus d'avoir des armes privées qui est en cause, c'est le droit pour les miliciens de l'État d'être armés. Bon, cette interprétation juridique, jusqu'à présent, la Cour suprême des États-Unis a toujours refusé cette interprétation, a toujours interprété l'amendement en question et le droit de porter des armes comme étant un droit de liberté individuelle, pas de chaque citoyen. Alors, il y a des États qui font des législations pour réglementer les armes à feu. Il y a des organisations aux États-Unis qui contestent ces législations pour des raisons en invoquant le droit constitutionnel des Américains d'être armés. Alors, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que on essaie de résoudre un problème d'aujourd'hui, d'un pays de plus de 300 millions d'habitants, d'un pays dans lequel presque tout le monde vit dans des villes, et de beaucoup de villes qui ont des millions d'habitants, et on essaie de réglementer ça en interprétant une règle qui a été faite à une époque où les États-Unis en tout avaient 2,5 millions d'habitants qui vivaient presque tous à la campagne ou dans les bois, et avec des armes qui n'ont rien à voir avec les armes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller avec un fusil, faire une fusillade et tuer plusieurs enfants dans la cour d'une école. On pouvait peut-être en tuer un et on se ferait assommer avant d'avoir eu le temps de recharger le fusil pour tirer un deuxième coup. Pas que les armes à feu qui existent aujourd'hui, évidemment, ne posent pas du tout les mêmes problèmes et que la législation sur les armes à feu devrait être faite en se tenant compte des conséquences que ça a dans la société. Et ça devrait être le boulot des législateurs et pas du tout des juges. Et le fait que les juges ont le droit de dire aux législateurs ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, et que les juges raisonnent non pas en analysant le problème dans la société d'aujourd'hui, mais en interprétant ce que signifie un texte adopté à la fin du XVIIIe siècle. Et en plaisanterie, parfois j'ai dit, heureusement que les législateurs américains de la fin du XVIIIe siècle n'aient pas fait une règle disant que tous les propriétaires d'une voiture à cheval avaient le droit de la garer dans la rue devant chez eux. Parce que ça serait un droit constitutionnel. Vous imaginez le problème que ça poserait si on applique ça aux automobiles aujourd'hui aux États-Unis. Ça rend complètement l'utilisation des automobiles complètement impossible. Donc, évidemment, le boulot des législateurs, c'est de tenir compte de ça, c'est d'analyser ce genre de choses et c'est de faire des règles en fonction des conséquences. Je crois que l'état de droit lourd que nous avons adopté au Canada n'a pas encore les mêmes conséquences qu'aux États-Unis, parce que notre charte des droits, elle est plus récente. Elle n'est pas aussi ancienne que les 10 premiers amendements de la Constitution américaine de la fin du XVIIIe siècle. Mais je pense qu'il y a au moins un domaine où l'état de droit canadien et le rôle de la Cour suprême dans notre société est en train de nous embarquer dans un problème insoluble. C'est le domaine des relations entre les Autochtones et les autres Canadiens. Tous les Autochtones du Canada ne sont pas dans une situation tragique, mais certains d'entre eux le sont. Et je trouve que dans ce pays où j'ai immigré, que j'aime beaucoup, que j'admire, énormément de choses que je trouve très très bien au Canada, il y a une chose honteuse dans la société canadienne, c'est la situation de certaines communautés
autochtones. Et il me semble qu'on arrivera à améliorer ça le jour où on posera le problème en termes conséquentialistes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur situation? Et la réponse, elle n'est pas simple, mais on la trouvera si on la pose de cette façon-là. Et la Cour suprême oblige les gens qui essaient de décider des choses dans ce domaine à le faire en fonction de sacrés principes, en fonction de traités réels ou imaginaires qui ont été signés ou qui ne l'ont pas été au XVIIIe siècle entre une autorité et une autre, etc. Ce qui est la pire façon de poser le problème de que faut-il faire pour que tous les enfants qui appartiennent aux communautés, des communautés autochtones aujourd'hui aillent dans de bonnes écoles où ils soient instruits comme il faut et nourris comme il faut, etc. Que tout ça, ce sont des problèmes qui doivent être adoptés, non pas par des juges qui essaient d'interpréter des textes très anciens, ça doit être résolu par des législateurs, si possible, intelligents et bienveillants, qui réfléchissent à comment améliorer les choses et qui acceptent que les décisions qu'ils prennent peuvent être erronées, qu'il faut les modifier pour les adapter aux conséquences que ça donne, etc. Je crois qu'il y a là un des problèmes les plus difficiles de la société canadienne qui, malheureusement, est bloqué depuis 1982, est devenu plus difficile à résoudre comme il faut depuis 1982 parce que nous avons cette rigidité de l'état de droit, cette autorité des juges dans des domaines qui ne devraient pas être leur boulot. Ça ne devrait pas être leur boulot de décider à la place des législateurs qu'est-ce qui est une bonne règle ou une mauvaise règle. Avant de quitter ce point, je ne résiste pas au goût de citer une formule que j'aime beaucoup. C'est une déclaration de Bentham. Bentham, c'est un philosophe de la fin du XVIIIe siècle, qui est un philosophe moraliste, que j'aime bien parce que c'est un des fondateurs finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui le conséquentialisme, qu'on a appelé pendant longtemps plutôt utilitarisme. Je préfère conséquentialisme à utilitarisme. Ce n'est pas exactement la même chose, mais presque la même chose. Et Bentham est d'habitude considéré comme un utilitariste. Et Bentham est un contemporain des grandes déclarations des droits des États-Unis et de la France. Et il était terriblement critique envers cela, à partir d'un raisonnement qui est le raisonnement que je reprends moi, c'est-à-dire que les lois doivent être faites non pas en essayant de montrer qu'elles sont conformes à des grands principes qui ont été déclarés il y a très longtemps dans le passé, mais en se demandant quelles conséquences elles ont dans le monde d'aujourd'hui. J'ai appris dans Bentham le raisonnement que je suis en train de faire maintenant, que je faisais sur les armes à feu ou sur les autochtones il y a quelques minutes. Et Bentham a une formule que j'aime beaucoup. Il dit: cette idée de droit naturel qui serait défini une fois pour toutes est une absurdité montée sur des échasses. Trouvez ça une idée à la fois prétentieuse et ridicule. Et presque à la même époque, dans la Constitution française de l'an 2, qui n'a jamais été adoptée, qui n'a jamais été mise en œuvre, c'est la première constitution adoptée par la Convention, qui était là pour faire une constitution, qui en a fait plusieurs, et ce n'est pas la constitution de l'an 2 qui a été appliquée. Mais dans la constitution de l'an 2, il y a un article 33 qui reprend l'idée de Bentham avec une formulation moins spectaculaire. L'article 33 de la Constitution dit: un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures. Je pense que c'est une règle très raisonnable. Et que donc, si on fait une constitution, il faut avoir une procédure de révision constitutionnelle qui peut fonctionner.
alors que la procédure de révision constitutionnelle des États-Unis est très difficile à faire fonctionner, et je crois celle du Canada, depuis 1982, encore plus difficile. Je crois que ça, c'est des erreurs graves dans une démocratie, d'avoir des institutions qu'on ne sait plus comment réformer. Et l'idée que ça, c'est très important, parce que cet état de droit lourd, cette prééminence de la Cour suprême qui doit avoir le dernier mot sur tous les sujets en appliquant une charte des droits, une déclaration des droits très ancienne, que ça c'est la meilleure garantie des libertés des individus, je crois que c'est historiquement faux. Je crois que si on compare l'évolution des États-Unis et de la Grande-Bretagne depuis la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis avec leur constitution rigide, avec leur Cour suprême qui a le dernier mot sur toutes les questions, et la Grande-Bretagne avec cet état de droit tout à fait réel, mais dont les règles peuvent toujours être modifiées par le Parlement. Si on regarde l'histoire des deux pays, les abus qui ont été commis contre les droits des personnes aux États-Unis et en Grande-Bretagne depuis 2 siècles. Il y en a eu en Grande-Bretagne, mais il y en a eu beaucoup plus aux États-Unis. À la fin du XIXe siècle, lorsque, je crois que j'ai déjà fait allusion à ça quand j'ai parlé de l'extension du droit de vote en faveur des Noirs aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, pas qu'il y a eu un référendum, pas un référendum, un amendement constitutionnel, pas un référendum évidemment aux États-Unis au XIXe siècle. Je déparle complètement. Il y a eu un amendement constitutionnel qui déclare qu'on ne peut pas refuser le droit de vote à quelqu'un sur la base de sa race, sur la base du fait qu'il a été esclave ou sur la base du fait que ses ancêtres ont été esclaves. Et il y a eu, plusieurs années plus tard, lorsque des États du Sud ont refusé d'appliquer cet amendement dans leur législation et ont empêché les Noirs de voter, il y a eu une décision de la Cour suprême qui a déclaré que le droit de vote, c'était de la compétence des États et que donc les États pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient. Ce qui était complètement une contradiction avec la notion même d'amendement constitutionnel. La Constitution des États-Unis s'applique à l'État fédéral et aux États fédérés. D'autres amendements constitutionnels, lorsqu'il y a eu un amendement constitutionnel pour décider que les femmes devaient avoir le droit de vote, ça s'appliquait automatiquement et aux élections fédérales et aux élections dans les États, même si les modalités du vote pour les élections fédérales sont une compétence des États aux États-Unis, ce qui est un problème. Mais les règles, les lois fédérales ne s'appliquent pas aux élections fédérales dans les États, mais la Constitution des États-Unis s'applique aux élections, qu'elles soient fédérales ou pas, à l'intérieur des États. Et il y a eu une Cour suprême à la fin du XIXe siècle pour dire le contraire, et en portant atteinte très très grave aux droits de millions de personnes aux États-Unis. Donc l'idée que le dernier mot donné aux juges, c'est pas la puissance totale des juges. Les juges ne décident pas tout. Mais quand il y a un conflit dans la société, c'est eux qui ont le dernier mot. Ils ont un pouvoir qui est... Ils peuvent contrôler les autres et les autres ne peuvent pas les contrôler. Ce sont les juges qui ont le dernier mot, c'est le cas aux États-Unis. Et l'idée que c'est indispensable pour avoir une bonne protection des droits des personnes dans une société, je pense que c'est une idée qui est fausse. Que la protection des droits des personnes est tout à fait convenable dans des pays où l'état de droit est plus léger que ça, moins tout-puissant par rapport à la démocratie, par rapport au pouvoir des élus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à partir de là? Je pense que dans une constitution,
il ne faudrait pas mettre de déclaration des droits. Je pense que c'est une erreur. Une constitution, ça doit être les règles de fonctionnement des institutions. Quel est le pouvoir du président de la République, s'il y en a un, ou du roi, s'il y en a un, quels sont les pouvoirs des ministres, quels sont les pouvoirs des assemblées, qu'est-ce qu'elles votent, etc. Si on est un État fédéral, quelles sont les compétences de l'État fédéral, quelles sont les compétences des États fédérés. C'est ça dont on a besoin dans une constitution. On n'a pas forcément besoin de grands principes. Et une des difficultés, c'est que la Constitution, ce sont les règles qui s'imposent aux politiciens. Et les politiciens peuvent-ils faire eux-mêmes les règles qui s'imposent à eux, ou accepter les règles qui ont été faites par leurs ancêtres? La génération d'aujourd'hui est bloquée par les décisions du passé, ce que Bentham pensait qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a des gens qui disent que la Constitution, elle devrait être faite par les citoyens eux-mêmes. La Constitution, elle peut être ratifiée par les citoyens. Constitution confirmée soumise à référendum et acceptée par les citoyens. Surtout, c'est une grosse majorité dans le référendum. C'est plutôt une bonne chose. Comment une Constitution pourrait être écrite par les citoyens? Je crois que beaucoup des citoyens n'ont pas vraiment besoin de comprendre les problèmes que posent les relations entre les ministres et le Parlement, les relations entre deux assemblées, s'il y a deux assemblées. Ils n'ont pas vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qui est le plus important de mettre dans les compétences de l'État fédéral et les compétences des États fédérés, que les gens ont le droit, dans une démocratie, de ne pas avoir réfléchi très en détail là-dessus et leur demander de faire ces règles-là, c'est pas forcément une bonne idée. Alors qu'au contraire, ils vont penser que ça serait très bien de mettre dans la Constitution l'âge minimum pour se marier, le nombre d'années de prison auquel on est condamné quand on commet tel crime, est-ce qu'il faut qu'il y ait une peine de mort ou pas. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles, au contraire, les gens ont une opinion. Et que si on essaie de faire une Constitution en demandant aux citoyens de faire la Constitution, on va avoir dans la Constitution plein de grands principes comme ça, il y a des exemples, il y a eu des exemples de cela. En Suisse, la Constitution, elle peut être modifiée par référendum d'initiative populaire. Et ça a donné parfois des résultats assez curieux, où des gens faisaient une pétition pour demander que soient mis dans la Constitution des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il faut mettre dans une Constitution. Au Brésil, il y a une Constitution dans laquelle le niveau des pensions des fonctionnaires, c'est dans la Constitution. Beaucoup de citoyens ont des options. C'est important, le niveau de pension des fonctionnaires. Que les citoyens aient leur mot à dire sur ce sujet-là, c'est une bonne idée. Mais que ce soit mis dans une Constitution, ça, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Et donc, la Constitution faite par les politiciens, elle risque d'être faite en fonction de leurs propres intérêts. Faite par les citoyens, elle risque d'être faite en ne mettant pas dans la Constitution ce qu'il faut y mettre. Ce qui est presque certainement souhaitable, c'est qu'il existe une hiérarchie des règles, qu'il y ait certaines lois qui sont banales, faciles à changer, et d'autres lois qui soient plus importantes, et que si on les change, on soit obligé d'y faire plus attention. Et curieusement, il y a dans la Constitution du Canada quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est la fameuse clause dérogatoire, par l'article 33 de la Constitution du Canada, dont tout le monde nous dit que c'est une horreur, et en réalité, je pense que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un certain nombre de principes dans la Charte des droits, et l'article 33 nous dit que une assemblée, soit une assemblée, le Parlement fédéral, soit l'assemblée d'une province, peut faire une loi en
la mettant à l'abri d'une condamnation par les juges, d'une annulation par les juges, en mentionnant l'article 33 de la Constitution, et je dis, je fais cette loi en sachant qu'elle contredit tel ou tel article de la Charte des droits, mais je la fais quand même. Et que, donc, si vous faites une loi qui contredit la Charte des droits, vous devez savoir que vous le faites. Vous devez dire ouvertement que vous le faites, et votre loi, elle va rester valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, si vous voulez la renouveler, il faut la renouveler, il faut voter de nouveau. Et si vous ne votez pas de nouveau au bout de 5 ans, votre loi va tomber d'elle-même. Et donc, les législateurs ont la possibilité de mettre une partie de leur décision à l'abri de la censure par les juges, s'ils ont des raisons sérieuses de le faire. Alors, à chaque fois qu'une assemblée parle de faire ça, il y a toute une série de gens qui disent c'est affreux, c'est épouvantable, il ne faut pas le faire. Je crois au contraire que c'est une bonne division du travail entre les juges et les législateurs. Ça permet aux législateurs, quand ils ont de bonnes raisons de faire une loi qui semble contredire un des grands principes qui est dans la Constitution. Ils font cette loi, ils disent « nous savons que nous contredisons ce principe et nous savons que notre loi elle ne sera valable que pendant 5 ans. Mais nous demandons aux juges de nous foutre la paix. Nous demandons aux juges de ne pas annuler cette loi. Et au bout de 5 ans, éventuellement, un autre Parlement pourra renouveler la loi si on pense que c'était une très bonne idée et qu'il fallait le faire. Je ne vois pas du tout quelle est la menace pour les droits des citoyens qu'un Parlement puisse faire ça, et je vois comment ça peut faciliter pour un Parlement le fait de faire sa politique en fonction des conséquences qu'il espère, en fonction de son analyse conséquentialiste de la situation, et pas du tout en pensant que toutes les lois qu'il fait doivent être déduites de grands principes. Donc, une autre procédure qui existe en Norvège, mais c'est pour les révisions constitutionnelles. C'est une assez bonne idée aussi. C'est-à-dire, les révisions constitutionnelles en Norvège, elles doivent être proposées à une assemblée et elles ne doivent être votées qu'après qu'il y a eu une élection. C'est-à-dire le texte de la révision constitutionnelle est connu, il est public, il est imprimé, dit le texte de la Constitution norvégienne, et qui a été faite au début du 19e siècle. Une constitution très bien faite. Donc, ensuite, il y a une élection. Donc, les électeurs savent qu'un des enjeux de l'élection, c'est l'adoption ou non de cette révision constitutionnelle qui a déjà été annoncée, et la révision constitutionnelle ne peut être votée que par l'autre assemblée, celle qui sera élue après cette élection. Donc, selon le résultat de l'élection, la révision constitutionnelle, elle est adoptée ou non. Peut-être qu'il y a plus de lois, justement, qui concernent les droits fondamentaux des personnes, des choses comme ça, qui devraient être réglées ou modifiables de cette façon dans notre société. Mais si la seule solution pour modifier la réglementation des armes à feu dans tous les États-Unis, c'est de faire une révision constitutionnelle, avec la complexité de la procédure de révision constitutionnelle, ça n'est pas une bonne idée du tout. Et dans notre société, nous avons, je crois, un gros problème à cet égard-là, parce que pour modifier les règles de fonctionnement de la Constitution, ça porte atteinte aux intérêts politiques des gens qui sont aujourd'hui des élus, et évidemment ils accepteront ou ils n'accepteront pas de réforme en fonction des conséquences qu'ils attendent pour eux-mêmes et non pas du tout pour la société. Alors, le mode de scrutin, ça n'est pas dans la Constitution du Canada, mais ça pourrait y être, parce que ça, c'est une des règles de fonctionnement de nos institutions politiques.
et les obstacles, j'en reparlerai plus tard, les obstacles à la possibilité de faire une révision du mode de scrutin, ça dépend dans une large mesure des blocages par les députés eux-mêmes qui décident en fonction des conséquences que ça va avoir pour eux et pour la poursuite de leur métier ou de leur carrière. Et modifier les rapports entre les grands principes constitutionnels et les lois, là on se heurte aux juges. Les juges vont être ceux qui décident si on a le droit ou pas de faire ce type de modification. Et bien sûr, les juges sont persuadés de très bonne foi qu'ils sont les gardiens des droits des personnes dans la société et qu'il est essentiel pour eux de conserver ce rôle et de le préserver, de le défendre contre toute tentative de les attaquer. Je sais que cet exposé était de ma part une attaque très modeste et très peu puissante, j'en le reconnais, contre le pouvoir des juges dans notre société, qui je pense est très excessif pour qu'on soit gouverné convenablement. Je vous remercie de votre attention.